Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par plusieurs publications de chiffres macro aux États-Unis, notamment liés aux indices de prix, tout ce qui est indice de prix à la consommation et indice de prix à la production, et une semaine globalement qui, sur la partie américaine, aura beaucoup tourné autour de ces questions de rebond des taux, rebond du dollar, rebond des indices de prix également plus important qu'attendu. On va en parler dans quelques instants, avec en parallèle un rebond de dollar et puis du coup des questions qui se posent sur la trajectoire à venir, sur le rythme surtout, des baisses de taux de la Fed. Le marché a certaines anticipations. Certains membres de la Fed ont refroidi un peu ces anticipations. On va en parler dans quelques instants. Et puis on parle un petit peu de la Banque Centrale Européenne également, des questions de procédure antitrust contre Google, de la question également de la France avec la présentation à l'Assemblée des mesures de redressement budgétaire, et puis également on parlera un petit peu de la Chine. Donc voilà pour le programme de ce podcast. On va donc déjà commencer par la semaine très américaine. On le disait, une semaine qui était marquée par des publications d'inflation aux États-Unis. On attendait l'inflation CPI, donc on sait qu'il y a deux mesures d'inflation aux États-Unis, la mesure CPI et la mesure PCE, et qu'à l'intérieur de ces mesures, vous avez une partie d'inflation globale, donc ce sont deux mesures d'inflation, l'inflation qui est globale et l'inflation qui est sous-jacente, celle qui est donc inflation cœur, hors alimentation et hors énergie. Et donc, on a eu une petite surprise cette semaine avec des chiffres, notamment pour l'inflation CPI, donc, qui a été publié cette semaine, des chiffres plus importants que prévu. Le consensus attendait des chiffres qui ont été donc plus importants que ce qui était prévu et qui ont aussi, notamment sur la partie en variation annuelle, ont été plus importants que le mois précédent. Et notamment sur la partie sous-jacente. Si on regarde notamment l'inflation CPI sous-jacente, donc CPI cœur, on observe qu'après 2 mois de stagnation en variation annuelle, eh bien sur le dernier mois observé, on a eu un petit rebond. Donc ce n'est pas des rebonds qui situent l'inflation sur des niveaux dramatiques, mais si je prends le cas de l'inflation sous-jacente aux États-Unis, le CPI cœur, eh bien on est toujours au-delà de 3% sur ce chiffre d'inflation. Et donc, ce n'est pas une donnée qui est à considérer de manière totalement comme appartenant au passé, en fait. On a ce problème-là au niveau de l'observation des chiffres, c'est que oui, les chiffres d'inflation globale aux États-Unis ont largement ralenti. C'est la même chose en Europe également. On a des chiffres d'inflation globale qui reviennent sur des niveaux tout à fait acceptables et qui ont donc déclenché les baisses de taux côté BCE et côté Fed. Mais si on regarde dans le détail ensuite l'inflation sous-jacente, qui est l'inflation la plus incrustée, qui est celle qui a depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis ce cycle post-Covid qui a posé problème aux banques centrales, cette inflation sous-jacente, principalement dans les services, une inflation qui est hors alimentation et hors énergie, eh bien on voit en revanche que ces composantes ont du mal toujours du mal à se détendre. Et donc c'est ce qu'on a eu cette semaine comme confirmation. Le CPI cœur a été plus important que prévu et toujours donc assez nettement au-delà des 3%. Et surtout, je le disais, 2 mois de stagnation et un petit mois de rebond. Donc, c'est un momentum qui est quand même, qui nécessite un peu de vigilance du côté de la Fed. Et puis, deuxième surprise en cette fin de semaine, sur l'indice des prix à la production cette fois-ci, où là aussi, on a eu des chiffres à la fois pour les prix à la production globaux et prix à la production hors alimentation, hors énergie, où sur les deux mesures en variation annuelle, on a eu là aussi un rebond plus important que prévu et un rebond donc par rapport au mois précédent. Donc, ces éléments, ça génère quoi sur le marché? Le fait de dire ça, finalement, c'est quoi la conséquence? On observe désormais depuis maintenant 3 semaines un rebond qui est assez marqué sur les taux américains. Le 10 ans américain, par exemple, un taux de référence, il évolue aux alentours de 3,6% à la mi-septembre. On est désormais à 4,1%. On est même monté un peu au-delà de 4,1%. Donc on est sur des 50 points de base de rebond du 10 ans américain, ce qui n'est pas rien finalement. Et ce qui est à noter, c'est que la Fed a baissé ses taux de 50 points de base. Et depuis qu'elle a baissé ses taux de 50 points de base, les taux, notamment les taux longs, ont rebondi. Alors on sait que les taux longs, c'est un mix toujours entre ce qu'on anticipe de la croissance et de l'inflation. Donc d'un côté, ça peut vouloir dire que le marché reste confiant sur les perspectives de croissance à moyen long terme, mais de l'autre côté, on voit que ce rebond des taux s'accompagne, enfin se fait notamment parallèle de chiffres, notamment d'indices de prix qui sont supérieurs aux attentes, qui marquent même un petit rebond sur les variations annuelles, mais également de données résilientes. On parlait de l'ISM Service notamment publié il y a quelques jours, qui a rebondi à des niveaux qu'on n'a pas vus depuis plus d'1 an et demi. Et on a certains membres de la Fed qui sont, et donc le dollar se renforce également, en parallèle de ce rebond des taux, on l'observe, l'euro qui baisse notamment, c'est pas seulement par rapport aux problématiques européennes, c'est aussi parce que le dollar se renforce. On a le même mouvement par rapport à la livre également, il y a un mouvement global de renforcement du dollar.
d'un côté un peu valeur refuge par rapport à la géopolitique, certes, mais aussi lié à ces phénomènes de rebond des taux aux États-Unis et de chiffres macro plus résilients, plus persistants aux États-Unis, et notamment sur la partie des indices de prix. Et donc, ça génère, on le disait, des petites réactions au niveau de certains membres de la Fed. Je prends le cas de Raphaël Bostic, par exemple, hein, qui est le président de la Fed d'Atlanta. Qu'est-ce qu'il dit, Raphaël Bostic? Il dit qu'en l'état actuel des données, et si en gros ces données restaient similaires d'ici le mois de novembre, en date de la prochaine réunion de la Fed, eh bien il serait favorable à ne pas toucher les taux, à ne pas les baisser une nouvelle fois. Or, on rappelle qu'il y a encore quelques jours, le marché anticipait encore 75 points de base de baisse de taux sur les 2 prochaines réunions. Donc une réunion à 50 points de base de baisse et l'autre à 25 points de base. Alors ça peut être 25 en novembre et puis 50 en décembre. Mais les projections du marché, c'était 75 points de base. C'était déjà au-dessus donc des prévisions de la Fed qui, elle, à la dernière réunion, parlait de 50 points de base. Et c'est un message qui a été renouvelé, réitéré par Powell depuis. Donc on voit déjà qu'il y a des décalages par rapport entre les anticipations de marché et les anticipations des membres de la Fed. Mais désormais, on a ce membre de la Fed, Bostic, et d'autres membres qui sont exprimés, je vais en parler. Bostic, qui lui nous dit en gros par rapport à ce qu'il voit de la résilience de l'emploi, de la résilience des indices d'activité comme l'ISM, et puis probablement par rapport à ces chiffres des indices de prix, lui, il est favorable à ne pas baisser les taux au mois de novembre. Donc, vous voyez quand même comme le sentiment peut évoluer, et d'autres membres de la Fed, il n'est pas le seul. Un autre membre de la Fed, notamment Thomas Barkin, qui lui a expliqué il y a quelques jours qu'il était plus préoccupé par la question de l'inflation que par la question de l'emploi. Et c'est important de dire ça. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est que la Fed a un double mandat, emploi et inflation, et que ce qui a généré le pivot de la Fed, c'est-à-dire le fait que la Fed décide de commencer son cycle de baisse de taux et donc de changer finalement son fusil d'épaule par rapport à la politique monétaire, ce sont bien les questions d'inflation. Les questions d'emploi, qui courant de l'été depuis quelques mois, avait pu montrer quelques signes de ralentissement. Et donc, c'est ça qui avait déclenché le pivot de la Fed. Donc, si on a des stats sur l'emploi, comme le dernier rapport sur l'emploi, qui était très bon, par exemple, qui continue d'être résilient, des chiffres d'activité qui continuent d'être résilients, eh bien, à ce moment-là, la question du double mandat se pose toujours pleinement. C'est-à-dire qu'on avait enterré peut-être un peu vite le mandat inflation, non pas que l'on parle de résurgence de l'inflation. Moi-même, je ne crois pas à un rebond fort de l'inflation. Mais entre une résurgence, un rebond et quelque chose qui repartirait de l'avant, et quelque chose qui est résilient et qui nécessite de laisser les taux en zone haute quelque temps encore et peut-être moins de baisse de taux que ce qui était même prévu par les projections, dans les dernières projections des membres de la Fed, on est peut-être dans ce deuxième cas de figure-là où la vigilance va toujours être de mise sur l'inflation et où le double mandat devrait être traité de manière, je ne dis pas complètement symétrique, l'inflation a fait des progrès, il faut en tenir compte, mais ne pas enterrer trop vite le mandat inflation au détriment du mandat, ou plutôt en faveur du mandat sur l'emploi. Et c'est un peu ça que nous ont rappelé donc, ces différentes déclarations de certains membres de la Fed. Et il y a aussi un propos qui a, je pense, qui a cette semaine lifté un peu les taux par rapport au niveau précédent, ce sont les minutes de la Banque centrale américaine. On avait la réunion mi-septembre, et là, cette semaine, on a eu le compte-rendu de cette réunion, les minutes de la Fed. Et que nous montrent ces minutes? Eh bien, un tableau un peu différent de ce qu'avait pu laisser entendre Powell lors de sa conférence de presse post-réunion. Là, les minutes de la Fed nous montrent des débats qui ont potentiellement été très animés, avec des points de vue très marqués chez chacun des membres de la Fed, et donc des discussions qui n'ont pas été peut-être aussi consensuelles que ce que pouvait laisser entendre Jérôme Powell. On rappelle, il avait expliqué qu'il y avait eu un large soutien aux décisions d'une baisse de taux de 50 points de base à la dernière réunion. Or là, ce qui ressort des minutes, c'est que de nombreux membres qui ont voté pour 50 points de base auraient tout à fait pu voter pour 25 points de base, considérant que ça leur laissait une marge de manœuvre pour attendre de voir les prochaines données sur l'emploi, sur l'inflation, de voir en gros comment évolue la situation avant d'aller plus loin. Donc, on a senti un peu de gêne en voyant ça, parce qu'on a le sentiment que Jérôme Powell délivre un message à la réunion il y a donc 2-3 semaines de cela, qui est un peu différent de la densité des discussions qui ont pu avoir lieu et des points de vue qui pouvaient être pour certains assez opposés ou assez différents et peut-être moins consensuels que l'impression que donnait Jérôme Powell il y a quelques semaines. Et ça contribue du coup à lifter aussi un peu les taux et donc le dollar, parce que ça montre que le 50 points de base n'était pas une affaire pliée d'avance et que ça a dû être peut-être probablement âprement bataillé pour aller chercher le 50 points de base de baisse de taux. Donc, ça, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Et pourquoi on parle de ça? Parce que, évidemment, quand on parle de ça, on parle aussi des marchés. Parce que
les marchés, notamment le marché actions, les marchés actions américains, évoluent sur des niveaux de valorisation qui sont élevés. Ça, on en a déjà beaucoup parlé, des niveaux de valorisation à 22 fois les bénéfices anticipés. C'est historiquement des métriques qui sont élevées, voire très élevées. Et ce qui est un peu gênant, cette phase-là, c'est que les marchés avaient grimpé après la conférence de presse de Jérôme Powell et la réunion de la Fed avaient grimpé parce que d'un côté, ils avaient des chiffres macro-américains qui montraient une résilience de l'activité économique, mais en parallèle de ça, on leur offrait en plus des baisses de taux. Et donc, c'était le meilleur des deux mondes. On a une activité qui tient et en plus, on a des baisses de taux qui vont nous rassurer encore plus sur l'avenir économique américain. Or là, ce qu'on voit actuellement, c'est que comme ces données économiques sont restent bonnes, eh bien, c'est que probablement, en tout cas au stade actuel, vu ces dernières données, il y a probablement moins de baisse de taux anticipée que ce qu'on pouvait ou ce que le marché pouvait penser il y a encore 3 semaines. Et à un moment donné, ce genre de situation, normalement, peut générer quelques prises de gains sur le marché action. Parce que quand on price finalement le scénario boucle d'or, c'est-à-dire où tout est parfait, il y a de l'activité économique et le marché de l'emploi tient bon, et en plus on a des baisses de taux qui arrivent, eh bien, c'est le scénario parfait. Sauf que si ce scénario parfait ne l'est plus complètement parce qu'il y a peut-être moins de baisses de taux à venir que ce qu'on a pu penser il y a 2-3 semaines de cela, eh bien, normalement, c'est censé générer quelques arbitrages, quelques petites prises de gains sur les actions, avec des taux qui se redressent. Un dollar qui se redresse, c'est aussi un petit peu de vent contraire pour les actifs américains. Or, on ne voit pas ça. Au moment où j'enregistre ce podcast, il est 17h, on voit le S&P qui marque un nouveau record, le Dow Jones qui marque un nouveau record. Après cette semaine où pourtant, le redressement des taux a encore été assez marqué avec tout ce que nous venons de décrire là pendant 10 minutes. Donc ça, c'est un élément qui est, je trouve, un peu perturbant parce que autant le marché obligataire price certaines choses, autant le marché d'échange via le dollar price certaines choses, autant le marché action, lui, reste insensible à toute nuance, que l'on price beaucoup de baisses de taux, moins de baisses de taux, que les discours soient plutôt dovish ou plutôt hawkish, etc., de membres de la Fed, eh bien on voit que le marché action, lui, a une trajectoire qui est toujours très linéaire, très haussière, avec très peu de nuances. Et ça, dans l'histoire, quand il y a un peu trop de verticalité, un manque de nuances, c'est le terrain favorable ensuite à des mouvements un peu brutaux, de réajustement dès qu'un chiffre finalement vient confirmer que l'optimisme des marchés était trop important. Donc non pas qu'on s'attende à des mouvements de volatilité qui explosent, mais l'absence de nuances et de petites variations un peu consolidantes sur les marchés actions, avec des records régulièrement marqués, ça pose quand même un petit problème, je trouve, dans la perception du risque par le marché action et surtout l'arbitrage et l'ajustement du marché action par rapport aux données sur l'activité économique et sur les baisses de taux et sur l'inflation aussi. On en a parlé avec ces chiffres PPI et CPI publiés cette semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie américaine. Côté États-Unis, on va en parler rapidement, à noter cette procédure antitrust contre Google qui se durcit un petit peu, avec des choses qui vont être proposées à un juge fédéral par le département de la justice, notamment sur certaines cessions qui seront demandées, de pans d'activité qui pourraient être demandées. Là aussi, je trouve que le titre résiste plutôt bien. Alors, il résiste plutôt bien parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, c'est pas rare, j'ai envie de dire, d'avoir des enquêtes antitrust qui s'ouvrent contre les géants de la tech aux États-Unis et en Europe. Et ça, jusqu'à présent, les sanctions ont été plutôt, ou les décisions ont été plutôt assez modérées, on va dire, assez. Là, on est sur un cas d'antitrust qui peut générer à un moment donné une obligation de vendre certains pans d'activité. Et ça, est-ce que ce risque apparaît correctement dans le cours des actions de l'action concernée, c'est-à-dire Alphabet, et plus globalement d'autres valeurs de la tech américaine qui pourraient être aussi considérées dans des situations de monopole. Là aussi, je trouve que c'est un risque qui est assez peu pricé finalement. Et on a donné un chiffre il y a quelque temps sur le nombre de procédures antitrust aux États-Unis qui, l'année dernière, en 2023, le nombre de procédures totales antitrust aux États-Unis était tombé à son plus bas niveau depuis la fin des années 90. Donc, est-ce qu'on n'a pas touché une espèce de point bas comme ça en termes de souplesse des autorités département de la justice ou autres par rapport à certains cas de monopole ou de position dominante? Se pose toujours la question, quand on a de moins en moins de cas, c'est toujours la question des cycles en fait. Beaucoup de cas, moins de cas. Là, on est dans une phase où, depuis plusieurs années, il y a de moins en moins de cas antitrust. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de passer un peu sur autre chose? Il y a peut-être des exemples qui vont être faits. C'est des choses qui, là aussi, selon moi, devraient normalement ramener un peu de prise de gain, un peu de volatilité sur le compartiment tech en parallèle de taux qui rebondissent fortement. Et normalement, les taux qui rebondissent fortement, c'est pas forcément le meilleur environnement pour la hausse des marchés actions quand c'est assimilé notamment à des éléments d'inflation haute qui persisteraient un petit peu.
Voilà ce qu'on peut dire. Sur la partie européenne, donc cette semaine a été marquée toujours par la France, depuis pas mal de temps maintenant, avec les questions budgétaires. Ça y est, Michel Barnier a présenté devant les parlementaires les mesures qu'il envisageait, que le gouvernement envisageait. Sur le spread, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu de tension particulière avant ou après l'intervention de Michel Barnier. Toujours un peu en dessous de 80 points de base pour le spread OAT-Bund, c'est-à-dire l'écart entre le taux 10 ans allemand et le 10 ans français. Donc voilà, je dirais que ça a été une semaine finalement assez calme. Il y a eu pas mal d'actualités, mais d'un point de vue marché pour la France, la semaine c'est plutôt pas trop mal passé. Sur le plan obligataire, il n'y a pas eu de gros mouvements. Autre élément, c'est la Chine. La Chine donc, qui a annoncé il y a quelques jours, un package de mesures qui ont fait, on l'a vu, un très gros effet sur les marchés. Et donc on attend ce week-end potentiellement d'autres annonces sur des mesures de stimulation d'ordre économique. On sent bien que le volet a basculé, que la trajectoire a basculé désormais sur des questions un peu plus de demande intérieure, des questions plus économiques. Et donc voilà, le marché, alors on verra s'il est satisfait ou pas, mais quelques rumeurs qui laissent entendre que ce week-end, on verra ce qu'il en est lundi, donc, mais que ce week-end, la Chine pourrait faire de nouvelles annonces concernant des mesures de stimulation. C'est un chiffre qui circule de plus de 200 milliards équivalent, donc à plus de 200 milliards de dollars de mesures qui pourraient être annoncées, alors étalées dans le temps, mais voilà les chiffres, l'ordre de grandeur des chiffres qui circulent. Voilà pour l'actualité macro de cette semaine et les principaux éléments qu'il fallait retenir. Rapidement pour la semaine prochaine, donc on aura pas mal de données sur la Chine, justement, on en parlait là. On aura la semaine prochaine, dès lundi, normalement, des chiffres qui vont... Alors la Chine, voilà, il y a des chiffres en début, en fin de semaine, mais on attend en début de semaine des chiffres sur tout ce qui est les nouveaux prêts, accordés, sur les financements sociaux également, la totalité des financements sociaux. Donc ça, c'est une manière de voir si effectivement il y a les annonces qui sont faites, et puis ensuite, est-ce que ça se traduit sur le plan du crédit, sur le plan de la masse monétaire, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce que nous verrons en début de semaine. On aura quelques speakers de la Fed qui s'exprimeront lundi, donc toujours bien les écouter par rapport à ce qu'on vient de décrire là pendant un petit quart d'heure, à savoir ces chiffres américains vraiment résilients, et donc est-ce que ça remet un petit peu en cause les questions, les anticipations de baisse de taux, pas que ça remette en cause le cycle, ça on n'y croit pas, mais un peu le rythme des baisses de taux. C'est en ça que les speakers de la Fed sont toujours intéressants à écouter. Ils nous donnent un peu cette température entre les réunions. Mardi, on s'intéressera à l'indice ZEW en Allemagne, c'est donc le sentiment économique en Allemagne. On a également des chiffres d'inflation pour le Canada, pour ceux qui traitent donc les paires de devises, incluant le dollar canadien ou les actifs canadiens. Chiffres d'inflation pour le Canada. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu des bons chiffres sur l'emploi au Canada, baisse du taux de chômage notamment, plus d'emplois créés également, donc une bonne salve de données pour le Canada cette semaine sur l'emploi. Donc mardi prochain, toujours des indices d'activité aux États-Unis, l'Empire State Manufacturing Index, donc un indice manufacturier. Nous aurons mercredi les chiffres d'inflation CPI, donc, et puis les prix à la production au Royaume-Uni, CPI et PPI pour le Royaume-Uni. Une intervention de Christine Lagarde mercredi soir, et puis jeudi, ce sera le gros rendez-vous de la Banque Centrale Européenne. On attend de nouvelles baisses de taux de la part de la Banque Centrale Européenne. On va surtout s'intéresser aussi aux messages qui accompagnent ça, parce qu'on a vu les derniers indices d'activité en zone euro dégradés. Donc, est-ce que ça va accélérer le processus de baisse de taux de la Fed? Il y aura probablement des baisses de taux supplémentaires. La question, c'est quel message va accompagner ça? Je fais une petite parenthèse pour ne pas être trop long. On a eu cette semaine les minutes de la Banque Centrale Européenne que j'ai trouvé, alors c'est un sentiment personnel, que j'ai trouvé plutôt équilibré. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une référence à l'activité et aux indices d'activité qui ralentissaient en zone euro. Donc la BCE est consciente de ce que nous disent ces indices d'activité, mais elle estime toutefois dans ces minutes que l'hypothèse de la récession est peu probable. Et il y avait une part concernant l'inflation qui est toujours présente, où la BCE disait ou explique que l'inflation sous-jacente est toujours assez collante, qu'il y a toujours une inflation qui est présente, et en gros que ça nécessite toujours une vigilance. Vous voyez, donc on n'a pas senti, en tout cas dans les minutes de la Banque Centrale Européenne, qu'on allait avoir une tonalité particulièrement accommodante la semaine prochaine, simplement que la BCE allait potentiellement poursuivre ce qu'elle a commencé, mais pas forcément accélérer le cycle de baisse de taux. C'est en tout cas l'impression que m'ont donné ces dernières minutes de la Banque Centrale Européenne. On aura donc jeudi prochain, on disait, la réunion de la BCE, mais on aura également les ventes au détail aux États-Unis. Toujours important de s'intéresser aux consommateurs américains, pilier de la croissance aux États-Unis, vente au détail aux États-Unis, donc, et puis la production industrielle également jeudi après-midi, toujours côté US, et puis vendredi, de nouveaux chiffres sur la Chine, tout ce qui est production industrielle, vente au détail et investissement dans l'immobilier notamment, et puis on aura vendredi après-midi des chiffres immobiliers américains, mise en chantier et permis de construire notamment. Voilà pour ce récap macro-marché. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.